Il y aura moins de problèmes de... Il y en a Du gars. qui... Je sais pas, c'est fou, moi, alors. On m'a dit que ça a déjà plus d'intérêt. Attention, De mettre ton téléphone. Bonjour Polymac, ici AppleScript. excusez-moi, je suis pas réveillé. Nous sommes le lundi 10 février 2020 à 18h, 14 minutes, 44 secondes. Plus de minutes. Non, tu vas pas faire tout l'exposé comme ça, rassure-moi, Giovanni. Non mais, je me suis arrêté là, j'aurais pu tout faire sur Internet. Hein. La dernière fois que je l'ai testé, le système était anglophone, alors ça brouillait tout, c'était pas du tout sortable. Bien, je vous salue et je vous remercie d'être là. Et je peux vous dire que le plaisir est tout entier pour moi. Ah non, non. Mais j'espère qu'on en aura un peu quand même. Et je me permets alors de foncer avec enthousiasme dans la présentation d'AppleScript. Habillé, rhabillé, emballé, ça on pourra en discuter peut-être à la fin. François n'a pas voulu mettre tout le titre dans le memento, alors moi je vous le flanque à la figure, et on verra bien. Alors, ce que j'entends faire, c'est un petit survol du langage, parce que c'est un langage qui a quand même sa petite histoire. Ensuite, parce que la question c'est, est-ce qu'on peut l'utiliser, est-ce que c'est un bon langage ou est-ce que c'est à jeter? Alors je vais analyser deux applications que j'ai fini par réaliser, mais je vais faire semblant qu'elles sont proposées, analysées, top-down, hein, comme on disait à l'époque, pour aboutir aux outils de base dont on aurait besoin pour les réaliser. Une première qui n'est pas graphique du tout et l'autre qui n'est que graphique. Après ça, je discuterai volontiers avec vous de différents modules de bibliothèques qu'on pourrait offrir à l'enseignant, par exemple, et comparer ensuite les variantes pour terminer sur, non pas des conclusions, c'est pas le bon terme, mais disons sur des réflexions et peut-être des décisions sur l'avenir d'AppleScript et de ce que j'ai construit autour. Ça marche, super. Alors, historiquement, AppleScript est un langage qui a été développé par Apple, mais marginalement, c'est-à-dire qu'Apple a donné un mandat à une petite équipe hors développeurs, Apple, pour qu'ils inventent quelque chose de farfelu, d'intéressant, d'original, de multilingue, et en particulier, AppleScript avait été conçu pour au moins 3 dialectes, à savoir le français, tenez-vous bien, le japonais et l'anglais. L'histoire après a montré que ce n'était pas tout à fait réaliste et ils ont renoncé aux deux autres, évidemment l'anglais est resté. Son premier succès, ça a été la production d'un catalogue illustré avec Quark Express, mais Quark Express piloté avec AppleScript pour automatiser des opérations qui, vous l'imaginez bien, hein, sont souvent répétitives et fastidieuses. Donc, cette application-là, à l'époque où Quark était concurrent d'Adobe, hein, et je ne sais pas si Daniel, tu te souviens encore de PageMaker? Eh bien, c'est Quark Express qui a supplanté PageMaker dans l'industrie de l'imprimerie. C'est pas InDesign? Oui, peut-être, mais oui, peut-être. Oui. Parce que PageMaker, ils l'ont tué. Oui, ils l'ont éliminé. Oui, oui, c'est sûr. Oui, non, non, sauf chez Boeing. Mais Quark Express a été le cheval de labour pour les imprimeurs, les éditeurs pendant longtemps. Mais c'est probablement ce qui a sauvé AppleScript, c'est pour ça que je le mentionne, parce que c'était une application qui a montré l'utilité, la faisabilité de l'opération. Je vais vous parler un peu du langage, c'est peut-être un aspect un peu théorique, mais je suis obligé de passer par là. Hein. Ce langage est un caméléon. C'est un mélange de orienté objet, procédural, fonctionnel, de langage de commande à la limite. Et l'aspect fonctionnel, l'aspect orienté objet, on le voit parce que comme il est censé s'adresser à différentes applications, il doit bien gérer les objets et les méthodes des différentes applications. Et là, forcément, c'est de l'objet et de l'héritage à l'intérieur de l'application.
Les applications, c'est tout ce qui est Adobe, toute la suite d'Adobe et Microsoft. Et puis bien sûr, les outils propres à l'environnement macOS, un TextEdit, un FileMaker, un aperçu un peu moins, Preview un peu moins. Il est venu plus tard et il n'est pas complet. Mais bref, on a un grand nombre d'applications qu'on peut piloter avec AppleScript. L'aspect principal, c'est celui que je dirais procédural, mais monotâche. C'est pas un langage comme un shell d'Unix qui permet de gérer des processus, de les faire communiquer, de les synchroniser. C'est vraiment un langage style Algol. Un Algol plus modernisé un peu et surtout avec une syntaxe plus souple. Il y a, je vais peut-être prendre un exemple. Il est interprété, ce qui fait sa caractéristique principale. Le fait qu'il est interprété a des conséquences. La compilation, à l'inverse, permettrait de faire de la vérification de type, de produire des messages d'erreur sympathiques au moment de la compilation, pas au moment de l'exécution. Un interprète, lui, mélange tout. Et avec une qualité et une précision discutable. Ici, c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure, mais le but ici, c'était de vous montrer 4 boutons qui apparaissent dans le bandeau d'en-tête du document édité par l'éditeur de script. L'éditeur de script, c'est le seul outil dont l'utilisateur a besoin. Il fait tout. En particulier, il permet d'exécuter, il permet, avant d'exécuter, de faire une petite vérification de la syntaxe, et il y a pour ça un marteau. Je vous dirai plus tard pourquoi j'aime bien les marteaux. Donc, on peut vérifier la syntaxe et éditer les liens avec les routines qui sont définies dans un script. Avec ce bouton-là, ça ne coûte rien, et ça nous donne des messages d'erreur syntaxiques, essentiellement. Et puis, il y a le bouton qui fait jouer le truc, donc qui provoque l'exécution et l'arrêt, évidemment. Et puis alors, le plus sympathique, c'est le bouton rouge, là, que vous voyez, c'est pour enregistrer. Enregistrer quoi? Eh bien, tout en éditant le script, l'utilisateur peut faire des opérations, par exemple, ouvrir un fichier, ou bien le jeter à la poubelle, ou bien manipuler ce qu'il a l'habitude de faire, et c'est enregistré sous forme de commande AppleScript dans le document édité. C'est formidable parce que si on ne sait pas comment faire en programmant, on commence par faire manuellement, et puis ça nous donne des idées, des instructions qu'on peut récupérer pour construire son script. Comme tout langage procédural impératif, il y a des structures de contrôle qui sont les plus classiques qu'on peut imaginer, c'est de l'Algol. L'Algol avec une toute petite extension, c'est le captage d'erreurs, le trapping d'erreurs qu'on peut gérer par des instructions adéquates. Donc dans le même script, on peut prévoir des erreurs sur certaines portées et proposer un traitement pour récupérer ou pour avertir l'utilisateur ou pour fermer les fichiers gentiment avant que tout soit abîmé. Bien sûr que qui dit procédure et instruction dit variable et avec l'affectation bien sûr. L'appel de procédure, il a des particularités. Le passage des paramètres. Le passage des paramètres, traditionnellement, se fait par valeur ou par référence ou par nom ou par... Enfin bref, ça c'est des discussions de l'ancien temps quand on discutait des langages de programmation pour l'enseignement. Qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Quelque chose de propre, quelque chose de facile à comprendre? Eh bien là, c'est de nouveau un peu comme du temps de Fortran, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Fortran avait un passage de paramètres, c'était par référence. Autrement dit, on passait une constante, 3.14, comme paramètre à une procédure qui travaillait sur son paramètre en interne, et on ressortait avec 4.14, ou bien une valeur tout à fait aléatoire. Donc les constantes n'étaient pas constantes en Fortran. C'était la particularité de ce langage. Et bien ici, on a des listes qui ne restent pas des listes quand on les passe en paramètres. En gros, schématiquement, c'est ça le défaut. Mais par contre, il n'y a que 4 types de données en tout et pour tout. Et ça, c'est merveilleux pour expliquer aux gens. Il y a des nombres, les entiers et les réels, qui sont la réplique à l'identité des registres de la machine sous-jacente. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais aussi avec les défauts que ça représente. Hein, la précision des réels, ça pose un problème. Il y a des langages qui sont plus attentifs à ce genre de détails.
Les chaînes de caractères. Alors ça va du caractère isolé, un Unicode 8 à l'heure actuelle, jusqu'à eh bien, le plus grand fichier texte que vous pouvez imaginer sur votre bécane. Et tout ça est identique, c'est la même chose, le même type de données. On y accède de la même manière, on a les mêmes opérations dessus. Et puis les références, ça c'est indispensable pour pouvoir s'adresser à des objets qui sont gérés par des applications. Puisqu'on commande des applications, il faut pouvoir désigner les objets, leurs composantes, les méthodes qui s'appliquent, etc. Et typiquement, si je prends un éditeur de texte, eh bien, je vais pouvoir remplacer telle chaîne par telle autre. Tout ça est fait sous forme de pointeurs, j'allais dire, mais ça, je suis mal élevé. Hein. Non, il y a pire. Il y a ceux qui disent adresse à la place de pointeurs. Ça s'appelle des références. Donc, il y a besoin de références pour s'adresser à ces différents objets. La seule structure de données vraiment intéressante, je ne parle pas des boulets, hein, c'est un détail. La seule structure de données vraiment intéressante, c'est la structure de liste. Et ça, c'est du Lisp plus Fortran mélangé. Les listes ont l'air d'être des tableaux à la Fortran avec des composantes qu'on peut identifier par des indices entiers qui vont de 1 jusqu'au nombre, jusqu'à la taille du tableau. Mais en plus, on peut, dans le cas d'AppleScript, on peut étendre les listes au début ou à la fin, on peut rajouter des éléments. Et puis, on peut aussi concaténer des listes. Ça, c'est une opération différente. Étant donné deux listes, on peut les concaténer, ça nous en fait une. De plus, avec un nombre de composantes évidemment plus élevé. On peut renverser l'ordre des éléments, on peut enlever un élément au début, enfin bref. Donc, on peut manipuler ces objets-là comme on le faisait en Lisp à l'époque, en même temps que comme on le faisait en Fortran, en gros. Ça, c'est le passe-partout, évidemment, c'est quelque chose qui est très agréable à utiliser. On peut vraiment tout imaginer. Les gens qui ont réfléchi et qui ont critiqué ou disons qui se sont extasiés devant AppleScript, il y en a beaucoup sur le web, ça suffit. Mais le meilleur bouquin sur l'historique, je dirais, c'est William Cook, qui lui a connu l'équipe de développement les différentes équipes de développement de ce langage depuis le début, et qui fait un très très beau, disons une belle histoire, une épopée de ce développement. Une autre référence sur laquelle j'aimerais peut-être appuyer, c'est celle de Matt Neubourg, qui a fait le meilleur guide d'AppleScript qui soit. C'est un gars qui a non seulement travaillé sur AppleScript, mais qui a fait un debugger, donc un outil de déverminage qui exécute le code tout en donnant l'accès aux différentes variables du script, ce qui permet aux programmeurs évidemment de voir comment ça va. Alors, non, pour le reste, je crois que ce n'est pas nécessaire. Maintenant, je vais vous dire, la première application à vous expliquer. Il se trouve que je fais partie d'une association en France dont le but est d'initier ou de sensibiliser les élèves de 10 à 14 ans au métier manuel. Vous me demanderez après quel métier manuel, je n'ai bien pu le professer dans ce cadre. Eh bien, un des problèmes de l'organisation de cette initiation au métier manuel, c'est l'emploi du temps. Ça se passe dans le courant de l'année, il y a 33 séances, ça se passe le mercredi après-midi de 2 à 4, donc ça simplifie déjà le problème, là c'est régulier, mais donc il y a un certain nombre de périodes pendant lesquelles on peut animer des ateliers pour des jeunes. Et des ateliers, il y en a une vingtaine avec des activités qui vont du coiffeur par la cuisine, au réparateur, au dépanneur automobile, à l'électricien, enfin bref, il y a 20 métiers différents qui sont présentés à ces jeunes et il faut affecter chaque jeune à un métier, un atelier à chaque période. Et on a comme données, eh bien, la liste des élèves, une cinquantaine. Là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Ah oui, j'ai dû... T'as perdu la liste. J'ai dû... Oui, mais pas grave. On est dans la liste maintenant des ateliers. Alors, les ateliers, ça a un nom d'activité, bien sûr, coiffure, cuisine, plomberie, etc. Mais la liste ici, elle a été complétée par, d'une part à gauche, mais ça c'est un détail, si vous voulez, un code alphabétique, une lettre majuscule, pour désigner l'atelier en question. On verra que c'est pratique.
Ensuite, sur les deux dernières colonnes, on a des valeurs numériques. La première, c'est la capacité d'accueil de l'atelier, donc en nombre d'élèves qu'on peut accueillir dans l'atelier, le nombre d'établis pour la menuiserie, le nombre de casseroles pour la cuisine, etc. Et puis la durée d'un atelier, parce qu'il y a des ateliers qu'on doit avoir un minimum de 3 périodes consécutives si on veut faire quelque chose avec les élèves. Et puis d'autres où au contraire on peut raccourcir. Alors voilà, ça c'est les données des ateliers. Ensuite, il faut évidemment pour faire un emploi du temps, il faut les dates ou les heures disponibles. Mais pour le moment, on n'a besoin que du nombre de périodes en tout et pour tout pour poser le problème qui nous intéresse, à savoir construire l'horaire. Le résultat qu'on veut obtenir, c'est une grande liste, je dis grande parce que vous allez voir, avec les ateliers, là il n'y en a que la moitié, hein, et encore, ça continue à la page suivante, il n'y a pas en marge les vignettes pour les feuilles. Et puis, pour chaque atelier et chaque période, eh bien, le nom des élèves qu'on a affectés à l'atelier en question. Et vous retrouvez ici, par exemple pour l'art floral, on voit 3 périodes consécutives avec les mêmes élèves, puis après 3 autres. Normal. Et verticalement, vous pouvez vérifier, il n'y a pas un élève qui fait partie de 2 ateliers différents en même temps. Aussi normal. Et puis vous voyez en plus que tous les ateliers sont remplis à plein, à toutes les périodes. Enfin, vous ne voyez pas toutes les périodes, vous en envoyez une demi-douzaine ici, il y en a 33 en tout, donc vous voyez que le résultat se présente sous forme d'une énorme feuille ou de plusieurs pages Excel. Enfin, c'est difficile à maîtriser. On peut aussi présenter l'horaire par élève plutôt que par atelier. Et là aussi, pour chaque période, on a les ateliers auxquels on a affecté l'élève, un par ligne. Là, ça demande aussi une demi-douzaine de feuilles, c'est pas encore gagné. Il y a manière de faire pire, en ventilant par élève sur l'année complète son programme, à chaque date, quel est l'atelier auquel on va l'affecter. Et puis, il y a une amélioration. D'abord, quand on résout un problème informatiquement parlant, à mi-parcours, vous êtes sûr que le client, ici l'association en question, qui veut organiser ces ateliers, ils viennent vous dire « Ah, mais on n'avait pas pensé, il y a encore un petit détail ». Alors le petit détail, ici, c'est la 3e colonne, qui donne la liste des codes des ateliers déjà suivis par l'élève. Ça concerne ceux qui ont déjà fait une année complète, mais qui n'ont pas pu suivre tous les ateliers, parce qu'il n'y a pas assez de semaines dans l'année scolaire pour ça. Et donc, on va tenir compte, autant qu'on peut, des ateliers déjà suivis précédemment pour faire le nouvel emploi du temps. Et puis, on a rajouté un code alphabétique, parce que c'est un truc que j'aime bien, et puis un numéro. Et du coup, on peut présenter le résultat avec 2 ou 3 feuilles A4 en tout et pour tout, en utilisant le numéro des élèves plutôt que leur nom et prénom. C'est déjà un bon point. Mais on peut faire mieux. Alors voilà, là c'est mieux, et puis encore mieux. En haut de la page, c'est mieux. C'est la même chose que tout à l'heure, mais vous voyez, tout ça tient sur une feuille A4 si on la met en format couché. Et vous voyez qu'à la place des noms ou des numéros d'élèves, on n'a qu'une lettre par élève. Et le premier atelier, qui était la coiffure, si je me souviens bien, eh bien, c'est l'élève A et l'élève B, 2 fois de suite, 2 séances de suite. Après, on change. On prend l'élève C, l'élève D. Et vous voyez que la première ligne, ce n'est que l'ordre alphabétique des codes des élèves. Facile. Premier atelier, il est facile à remplir. Deuxième atelier, c'est déjà un petit peu plus difficile parce qu'il ne faut pas se marcher dessus. Il ne faut pas prendre les mêmes élèves que dans la ligne au-dessus. Donc, on a shifté. On a fait une permutation circulaire légèrement améliorée. C'est un double shift. On a fait un shift sur le tout. Et puis, sur 6 élèves à la fois, par groupe de 6, on a fait un deuxième shift. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, on aurait pu, et on a essayé, de créer des affectations au hasard, de remplir les élèves dans les cases n'importe comment, en respectant les contraintes. Et puis quand ça ne va plus, ben on revient en arrière, on fait du backtrack et on recommence. C'est une opération qui s'est avérée un peu longuette, c'est de l'intelligence artificielle mal utilisée, donc on a renoncé à ça et on a fait ceci. On a fait sous forme, donc d'abord un rappel des ateliers, et puis sous forme condensée, le programme
des heuristiques ou des stratégies à employer. C'est-à-dire dans quel ordre est-ce qu'on va placer les élèves dans les différentes cases. Une fois qu'on a essayé différentes stratégies, on est tombé sur la bonne, c'est-à-dire celle qui consiste à faire des chiffres, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les paramètres sont donnés là-haut. Et alors on voit que les 3 premiers ateliers, c'est facile. Ensuite, on prend les 2 derniers. C'est une ruse, hein. C'est la sagesse, c'est l'expérience acquise. On fait d'abord l'affectation des élèves aux ateliers les plus petits. Parce que, indirectement, c'est ceux-là qui créent le moins de contraintes pour les autres ateliers. Parce que ce qui nous arrive, en général, quand on fait ça, on remplit les ateliers, on arrive à faire les premières semaines, les premières périodes, très bien, et puis arrivé vers la fin, il y a des conflits. Il y a un élève qui devra faire 2 ateliers dans la même semaine, pas possible. Ou bien il y a un atelier qui ne sera jamais rempli parce qu'on a trop de contraintes pour l'atelier en question. Donc voilà, on a résolu ça avec une petite stratégie codée et un tableau bidimensionnel dans lequel on remplit des cases comme le sudoku, comme les carrés magiques. On a simplement fait un remplissage qui satisfait à certaines contraintes. C'est des problèmes qu'on pouvait résoudre par propagation de contraintes si on est mathématicien, ou avec Excel si on est informaticien, ou avec AppleScript si on est retraité. FileMaker. Oui. On fera le concours. Non, mais Oui. c'est une horreur d'utiliser Excel comme base de données. On est d'accord, oui. Bon. Et comme outil interactif aussi. Je peux dire, la lenteur des accès est insupportable. Quels sont les outils dont on a besoin vraiment? Alors, vous avez vu, on a des élèves, il faut faire des compléments d'ensemble d'élèves, des intersections, des réunions d'ensemble, de codes alphabétiques d'élèves. Il faut pouvoir faire des tableaux à 2 dimensions, à l'aide de listes, hein, c'est pas compliqué. Il faut faire du formatage de texte, mise en colonne, ajustée, etc. Il faut faire des entrées-sorties sur fichier, parce que là, il faut quand même bien récupérer le résultat, puis entrer les données sous forme de fichier. Et puis, il faut pouvoir indexer des tableaux à 2 dimensions, où on a par exemple un nom d'élève, on veut savoir dans quel atelier il apparaît, ou dans quelle période on a prévu de l'affecter. Bref, il faut des accès, disons un peu des accès directs à des colonnes, des lignes, des éléments de tableau. Et puis, l'outil que j'ai montré et qui me plaît beaucoup, c'est mon marteau à moi, c'est la trace sur fichier séquentiel des principales variables qui sont en évolution. Bien. Je vous ai dit, c'est un proverbe maghrébin, pour celui qui a un marteau, tous les problèmes ont l'air de clous. Eh bien, mon marteau, c'est l'outil trace. Je l'emploie à toutes les sauces. En particulier, si je veux illustrer la méthode de Gauss-Jordan pour l'inversion de matrice, eh bien, je fais une trace d'une variable. La variable en question, c'est la matrice donnée, plus une deuxième moitié de... Vous voyez, sur chaque ligne, on a ajouté la matrice unité à la droite de la matrice donnée. La matrice donnée, je suis sûr qu'elle n'est pas singulière, c'est une matrice de Van der Monde, avec les puissances des entiers 1 à 5 dans les différentes cases. Et donc, je peux hardiment appliquer la méthode d'élimination suivie par la substitution, qui consiste, du point de vue informatique, entre guillemets, à faire ceci. La première ligne que voilà, je peux la soustraire de toutes les autres sans enlever une quelconque contrainte algébrique au système. Et de fait, je peux avoir des coefficients 0 sous la diagonale, en dessous du premier coefficient. Et la même idée s'applique aux autres coefficients. Il suffit de multiplier la ligne qui contient le 1 diagonal par la valeur de la ligne qu'on veut améliorer, soustraire, et on a un 0. Bref, vous avez compris, on obtient une matrice triangulaire supérieure, après quoi on passe à la phase de substitution qui consiste à prendre la dernière ligne et à la soustraire des lignes au-dessus pour annuler la dernière colonne au-dessus de la diagonale. On aboutit comme ça à une matrice identité dans la moitié de gauche, une matrice unité. Et dans la moitié de droite, on a l'inverse de la matrice qu'on avait tout à l'heure à gauche. C'est la méthode dite de élimination, substitution de Gauss-Jordan. Alors, il y a d'autres méthodes de calcul qui n'utilisent pas la trace quand même, hein.
Alors, il y en a une, c'est la calculette, ça c'était pour s'amuser, c'est pour tester aussi quelques routines, je vais vous montrer lesquelles. Ici, si je prends e puissance 3 fois logarithme de 10 plus 1, j'obtiens combien? 1000 plus 1, 1001, 1001 nuits. Bref, les deux petits traits et nuits, c'est un commentaire. Alors, dans la calculette, le commentaire n'est pas très utile. Néanmoins, l'outil qui fait l'évaluation de cette expression arithmétique ici, il reconnaît que c'est un caractère, il l'ignore. Pourquoi est-ce que c'est utile? C'est utile, par exemple, si je fais des opérations plus compliquées, un tableur, par exemple, dans lequel je voudrais ajouter des commentaires, ce qui n'est pas courant non plus, mais bon. Pourquoi est-ce que j'ai pris un tableur? Ah bah c'est un souvenir. Apple II a été un ordinateur très prisé par la jeunesse et un peu snobé par les pros, par les commerçants, par les gens qui auraient voulu un outil de travail, un peu comme l'Amiga. Et la réussite d'Apple, et je pense que ça contribue aussi à la pérennité de l'entreprise, ça a été de faire un outil, un tableur. Sur l'Apple II, donc l'écran était petit, c'était pas évident, et ça s'appelait VisiCalc, Visual Calculation. Eh bien, j'ai imité ça avec ici, voyez-vous, des expressions qui sont des formules. Pi est une valeur connue dans le système, on le sait. A1, par exemple, c'est le nom de la première cellule de la table. Donc les cellules sont appelées par la lettre de la ligne et le chiffre de la colonne. Ce sont des identificateurs. Ils représentent automatiquement des variables interprétées comme telles dans les expressions. Mais l'utilisateur peut utiliser ces variables à lui, par exemple la lettre E pour E puissance 1. Voilà. Si on veut effectuer des calculs, donc évaluer les formules, eh bien on clique sur afficher les calculs et on obtient les valeurs accompagnées des formules. Alors, si on veut rééditer les formules parce qu'on n'était pas content, on revient en arrière. Ou quand on veut terminer, eh bien là, on entre dans un autre petit menu qui nous dit est-ce que vous voulez une sortie Excel, est-ce que vous voulez une sortie en matrice numérique, ou bien est-ce que vous voulez un CSV, comme un Separated Values textuel, à récupérer par d'autres logiciels. Un autre outil tout à fait utile qui m'a vraiment beaucoup servi, c'est une extension de TextEdit. TextEdit, c'est l'éditeur de base dans l'environnement macOS. Comme tout système d'exploitation, a un éditeur minimaliste qui permet d'éditer des ordres, des contraintes, des commandes ou de faire des petits fichiers de données. L'extension, c'est un menu déroulant avec les différentes possibilités de formatage. Ensuite, oui, on peut remplir avec des points d'alignement, non, des points de suite, enfin bref, on peut décorer des points de... Tabulation. Non, c'est... Alignement. Point de conduite. Point de conduite, merci. Oui, il semblait bien qu'il y avait un typographe réveillé dans la Bien, alors, on peut trier les lignes par ordre alphabétique, mais avec un ordre alphabétique un petit peu plus agréable, où les minuscules sont rapprochés des majuscules, alors que si on fait un tri bête avec l'outil de base, eh bien on a un tri alphabétique avec l'ordre alphabétique de Unicode, où les minuscules sont rejetés plus loin. Bref, un tri alphabétique un petit peu bien fichu, et surtout la possibilité d'ordonner les colonnes, c'est-à-dire de les permuter, par exemple pour rejeter le code alphabétique à la fin, de manière pour faire un tri alphabétique sur les métiers. Voilà. Passons à une application, alors plus du tout textuelle, mais totalement graphique. Je veux animer un smiley. Et je veux fabriquer un GIF animé. Alors le GIF animé, je ne peux pas télécommander un outil de création de GIF. Mais ce que je peux faire, c'est fabriquer une série d'une dizaine d'images qui ensuite sont prises en compte pour une animation. C'est ça qu'on va faire. On va créer une dizaine de fichiers images à partir de l'idée suivante. Un rond jaune comme ça, et puis une bouche, mais alors la bouche avec un contour
un joli contour esthétique pour les lèvres, par exemple, et puis encore des yeux, parce qu'il faut ce qu'il faut. Et on va essayer d'animer ceci en bougeant les commissures des lèvres. Les relever pour un sourire et les baisser pour une mauvaise humeur. D'accord? Ah ben voilà ce qu'on veut. Je commence par la mauvaise humeur, hein, parce qu'il vaut mieux terminer sur un mot. Et voilà comment on est arrivé à ça. Le plus dur, c'est évidemment de trouver le contour de la bouche. Eh bien, j'ai un graffeur, enfin, oui, j'ai un graffeur. J'utilise un graffeur pour obtenir ça. La courbe rouge, elle commence à ressembler à la partie supérieure du contour d'une lèvre. D'accord? On l'obtient par addition des ordonnées des trois autres courbes. La sinusoïde, en haut, cosinusoïde entre nous, on est d'accord. Le tronçon d'ellipse, tout simplement. Hein, et puis l'arc tangente en valeur absolue qu'on a abaissé ici d'une unité pour qu'on la voit bien. La somme des ordonnées de l'arc tangente, de l'ellipse et de la sinusoïde permet d'obtenir la courbe rouge. Et c'est comme ça qu'on a commencé à deviner comment faire pour obtenir ces fichus contours. Et voilà le code. La plus grosse partie du code, c'est les paramètres qui décrivent l'image. Par exemple, les couleurs, la couleur de la bouche, etc. L'orifice de la bouche, mais la couleur des lèvres qui est différente. Et puis, les différentes hauteurs, l'épaisseur de la lèvre supérieure, l'épaisseur de la lèvre inférieure, l'ouverture de la bouche. Et puis, l'humeur, le mood, hein, savoir si on relève ou si on abaisse les commissures des lèvres. Ensuite, il y a évidemment les initialisations d'office. C'est toujours la même chose. Hein, il faut fixer la couleur du fond, créer la fenêtre graphique, et puis préparer le dossier dans lequel on va stocker les différentes images au fur et à mesure. Et après, c'est une simple répétition, une simple itération de la routine Smiley. La routine Smiley, c'est celle-là. Le principal de cette routine, c'est polygone. Ah ben voilà, il faut une routine qui dessine un polygone à laquelle on donne une liste de points. Mais la liste de points, il faut la fabriquer. Et ce qui la fabrique, c'est essentiellement la routine contour, qui prend la sinusoïde et l'arc tangente en valeur absolue et l'ordonnée de l'ellipse, qui additionne tout ça pour une valeur donnée de x. Et quelle valeur de x? C'est celle qui est donnée par le paramètre de parcours de la courbe, hein, c'est le paramètre t qui va de 0 à 120 ici, et ça nous fait un contour. Ça ne nous fait pas tout le contour, ça nous fait que la moitié d'un contour. Après, il faut coller les listes les unes aux autres pour obtenir la liste des points de la bouche, de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure. Il y a encore deux fois l'appel de la routine segment, et ça c'est pour les yeux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les yeux c'était des simples barres. Ben, c'est ça qui fait. Voilà les outils dont on a eu besoin. Quand on a un segment, on va l'utiliser à toutes les sauces. Et ce que je vous propose, c'est de définir ce qu'on appelle un point circulant, qui est un point du cercle. Le cercle est donné par son centre, par son rayon, et le point circulant qui est sur cette circonférence, eh ben, il est paramétré par la fraction de la circonférence à laquelle il doit se trouver. Au lieu de prendre des radians ou des degrés, on prend bien, une fraction de la circonférence. Et à ce moment-là, on peut construire, par exemple, une table de multiplication circulante qui n'est faite que de cordes qui traversent d'un point à l'autre le cercle de support. Il y a donc un point circulant au début, puis un point circulant à la fin de chaque segment dessiné. Ça, c'est un petit clin d'œil à qui je sais. T'as pas vu? D'accord. Alors, n'allons pas trop vite. Ça, c'est le code pour créer une table circulante. Vous voyez qu'il y a deux points dans l'itération ici. Il faut toujours regarder l'itération pour commencer. Il y a deux points, le point A et le point B, qui sont, si vous voulez, les extrémités de la corde qu'on va tracer pour un certain multiple m qui donne la fraction. M divisé par le module, c'est la fraction point de départ. Et puis, 3 fois m sur le module, c'est le point circulant à l'autre bout de la corde. Et on obtient comme ça les tables de multiplication graphique. Une autre application que j'aime beaucoup, c'est les graphes circulants. Ça, c'est utile pour... je vais vous donner l'explication tout à l'heure. On commence par un pentagone régulier. Alors celui-là, il est un peu décoré, il a des points arrondis, enfin bref. Et puis, on a à la place du pentagone
où on voit bien, c'est des cordes qui font une arête à la fois. Mais on peut faire des cordes qui sautent un sommet. Et on obtient l'étoile. Et c'est tout ce qu'on obtient quand on n'a que 5 sommets à disposition. Quand on en a 7, on peut faire mieux. Et alors on observe que par exemple, pour aller d'un sommet à un autre, on peut avoir de la chance et ne faire qu'un saut, avec une seule arête à parcourir. Mais si on n'a pas de chance, si on va aller d'un sommet à son voisin par exemple, on est obligé de parcourir 3 arêtes. On dit que la distance entre ces 2 sommets est de 3. Et la plus grande distance entre 2 sommets dans un graphe s'appelle le diamètre du graphe. On veut des graphes qui n'ont pas trop de diamètre. Pourquoi, je vais vous le dire. Mais ici, on voit que la superposition de ces 2 graphes donne lieu à un graphe qui a un diamètre plus petit, diamètre 2. Et si on rajoute l'heptagone, que je n'ai pas dessiné ici, hein, si on rajoute l'heptagone, on obtient par superposition le graphe complet, c'est-à-dire un graphe de diamètre 1. À quoi ça sert un graphe circulant de petit diamètre? Eh bien, si les sommets du graphe représentent par analogie des sites qui doivent communiquer entre eux, par exemple les processeurs dans une machine parallèle, eh bien, les messages qui doivent passer d'un site à l'autre doivent quelquefois être routés par des sites intermédiaires. Et on veut que le chemin à parcourir par ces messages soit borné. On veut donc que le diamètre du graphe qui représente les connexions dans un tel système multiprocesseur, par exemple, ça peut être d'autres graphes de communication, eh bien on veut que le diamètre soit maîtrisé, si possible borné à quelque chose de raisonnable, de façon à ce que la messagerie et le routeur adéquat puissent faire les communications dans un temps limité. Les outils, bon, je les rappelle, et puis quelques outils en plus, parce qu'on veut toujours faire mieux. Non, soyons complets. Là, c'est l'ensemble de tous les outils graphiques dont on a besoin pour tout ce que je vais vous montrer ce soir. On améliore polygone à l'aide de curve. Une courbe, c'est la même chose qu'un polygone. On donne des points d'appui, mais entre les points, il y a une interpolation par courbe de Bézier, ce qui permet d'avoir des listes de points beaucoup plus succinctes que pour le polygone. Le polygone doit pratiquement suivre la résolution de l'écran, tandis que la courbe, eh bien, on peut dessiner un cercle avec 4 points d'appui, et on fait passer la courbe interpolée par les points qu'on souhaite. Le segment aussi, pour un graphe orienté, on aimerait qu'il ait une flèche au bout. Alors voilà, Allo fait le segment, mais avec une extrémité décrite ici par la taille, la dimension de la flèche et la couleur de la flèche. Surtout, texte est un outil extrêmement important parce que quand on fait des dessins graphiques, on aime bien quelquefois documenter, commenter le dessin à l'aide d'une légende ou bien mettre un chiffre à côté d'un point. On aime bien documenter les dessins qu'on fait. On peut aussi faire un grapheur avec ces outils. Un grapheur, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qui prend des expressions arithmétiques. En général, ça contient un x quand on veut exprimer y en fonction de x. Et ça nous donne évidemment l'équation d'une courbe. Et le grapheur est chargé de dessiner la courbe. Mais on peut aussi paramétrer une courbe avec un paramètre qui est standard, qui est t, et faire des courbes de Lissajous, ou bien la fameuse courbe des lèvres qu'on a vue tout à l'heure, avec un petit détail, c'est HS, ça c'est la fonction de Heaviside, c'est le saut unitaire à l'origine, qui permet de passer de 0 à 1, et comme coefficient c'est idéal, ça permet de supprimer une partie de la fonction représentée. Ici, quand on fait le parcours de la moitié supérieure, on veut cette échancrure de la lèvre supérieure en forme de V, donc on veut cette arc tangente en valeur absolue. Mais dans la partie inférieure, on ne la veut pas. Et c'est à ça que sert la fonction de Heaviside. Elle annule, par un facteur qui devient nul sur la deuxième moitié du parcours, la composante qu'on veut éliminer. On peut rajouter évidemment des courbes de Lissajous et puis tout ce qu'on connaît. Les intérêts cumulés, les intérêts composés, à 7% sur 20 ans, ça nous quadruple le capital initial. Ça n'est plus du tout d'actualité, je sais. Mais par contre, le fait de pouvoir quadriller et faire des axes, c'est une option qui est sympathique à voir. Une autre expérimentation, c'est comment approcher de la courbe en escalier à l'aide de courbes qui sont totalement continues et même continuellement dérivables.
Ça peut être utile dans la pratique des animations. C'est des transitions agréables. Et puis, quand on dessine un arc de courbe, il y a une convention, une option qui est standard dans cette bibliothèque de routine, c'est que l'option c'est que la courbe dessinée peut être remplie, l'intérieur de la courbe peut être rempli. La même chose pour les polygones. Un polygone, on aime bien des fois le remplir d'une couleur uniforme. Et pour le cas d'un arc de cercle, eh bien, on décide que c'est jusqu'au centre du cercle ou de l'arc de cercle qu'il faut aller remplir avec la même couleur. Donc c'est l'outil idéal pour dessiner des tranches de camembert. Et le rectangle, dont je n'ai pas parlé, mais c'est une routine toute simple, le rectangle, c'est l'outil idéal pour dessiner des couches de tiramisu. Que j'ai utilisé d'ailleurs pour illustrer le guide d'utilisateur pour la bibliothèque graphique dont je suis en train de vous parler. Allez, encore un dernier. Ah oui, ça, il faut absolument qu'on parle de ça. Quand on l'achète tout neuf, il est comme ça, le Rubik's Cube. Mais bien sûr, le but, c'est de le brasser. Autrement dit, de tourner les tranches l'une par rapport à l'autre. Il y a une mécanique subtile à l'intérieur du Rubik's Cube qui permet de tourner les tranches, donc celles qui comprennent la face plus les petits carrés adjacents à une face. Et il y en a 6. Alors, ces rotations, eh bien, si on les fait un petit peu au hasard, elles nous produisent quelque chose comme ça. Et là, maintenant, je vais vous illustrer, mais alors au pas de course, une méthode qui est en fait une méthode d'apprentissage un peu particulière et qui a permis de résoudre le Rubik's Cube automatiquement. Je dirais semi-automatiquement, pour être honnête. La stratégie qu'on utilise, je passe les détails, consiste à progresser par région, c'est-à-dire essayer de résoudre le problème, par exemple, que sur la face supérieure d'abord, puis ensuite prolonger, agrandir le domaine qu'on veut résoudre sur les faces latérales, les petits carrés du haut, puis après la tranche médiane, puis enfin le bas du cube. Alors voilà, la première région qu'on veut résoudre, c'est la croix blanche au milieu, centrée sur la face supérieure. Et là, vous voyez qu'on a effectivement résolu le problème. On a effectivement une croix blanche sur la face supérieure. On a même du blanc ailleurs, hein. Mais on n'a pas résolu le problème comme il faut. Vous voyez, à l'extrémité de chaque branche de la croix, on a un carré tangent à la croix, mais sur la face verticale, qui n'a pas la bonne couleur. Le bleu ici, par exemple, sur la face avant, c'est faux. Il doit y avoir un rouge. Donc le carré blanc est juste, mais son voisin, qui fait partie du même petit cubicule, hein, eh bien, c'est pas le bon. Donc il faut continuer. Donc on fait comme deuxième étape, eh bien, les carrés adjacents à la croix blanche, le long des arêtes. Voilà qui est fait. Et puis ensuite, on passe aux 4 sommets supérieurs. Que voilà. Et on a l'impression qu'on a résolu des problèmes supplémentaires, mais c'est une illusion. Résolvons déjà la tranche médiane. La voilà. Et là encore, on a l'impression que les 2 carrés rouges en bas, c'est définitif. Pas vrai, parce que le carré rouge en bas à droite, il est voisin d'un carré jaune, alors qu'il devrait y avoir un bleu. Donc, on commence par le bas, mais cette fois-ci, on fait la croix jaune, comme on a fait la croix blanche tout à l'heure, et puis ensuite les 4 coins du bas, et on a retrouvé notre cube tout neuf. Moi, j'aime bien les traces. Les traces chiffrées, hein, les traces alphabétiques. Eh bien oui, dans mon fichier séquentiel, on a simplement sorti, au fur et à mesure, le cube développé avec les petits carrés, les 9 petits carrés de chaque face, représentés par la couleur. Les codes couleurs sont les standards, hein. C'est RGB, et puis W pour le blanc, et Y pour le yellow, hein, c'est pour le jaune, ça va de soi. Et entre deux, on a la solution, c'est-à-dire la suite des rotations qui ont permis d'obtenir la solution partielle. Sous la forme de code aussi, le code B pour dire back, F pour dire front. Ce qu'on veut dire par là, c'est une rotation de 90 degrés de la tranche derrière, ou une rotation de 90 degrés dans le sens positif de la tranche devant. Et ça, c'est la suite des rotations qu'on peut faire pour obtenir une croix blanche. Ensuite, enfin, vous m'avez compris, on concatène ces différentes solutions et on obtient la résolution du Rubik's Cube.
Je vais vous parler extrêmement rapidement du TurtleLib. C'est une autre variante de librairie graphique destinée uniquement à l'enseignement et aux cours aux fameuses plantes stylisées de Lindenmayer. Mais ça, c'est une vieille histoire, hein, ça date déjà de 6 ans. J'ai regardé quand on a fait un polymax sur les systèmes de Lindenmayer. La petite nouveauté, c'est, voyez-vous, quand on fait des fractales, on déborde souvent de la fenêtre graphique. Et ici, on a un moyen de recadrer. Alors, ça suppose quand même une révision complète de l'algorithme graphique, parce qu'il faut conserver toutes les opérations faites pour pouvoir les rejouer avec une échelle réduite. Voilà, on a compris. Et puis une autre petite nouveauté, c'est le dessin d'une tortue stylisée, mais qui, elle, parcourt pas à pas tous les segments parcourus. Et pour illustrer, je dis bien pour un tout débutant, hein, c'est un petit peu enfantin, je suis d'accord, eh bien c'est assez convaincant. Là aussi, on a fait un recadrage, mais cette fois-ci, ça va dans l'autre sens. La figure est trop petite, alors le recadrage nous l'a agrandi pour que ça remplisse l'écran, la fenêtre graphique. C'était une erreur. Dernier exercice, c'est Euclid Lib. Alors ça, Euclid Lib, c'est vraiment s'inspirer des opérations de géométrie euclidienne plane, comme de faire passer une droite par 2 points donnés, ou de centrer un cercle en C et le faire passer par le point P, et puis le dessiner. Et puis faire l'intersection de 2 de ces objets. Par exemple, une droite avec un cercle, ça peut être soit un point, le point de tangence, ou 2 points, c'est-à-dire un segment. Ou pas de point du tout, c'est-à-dire la liste vide. Et c'est les 3 seuls cas dont on a vraiment besoin. Bien, et puis alors un outil trace qui permet de dessiner l'objet et de lui apposer un nom, un label, hein, une étiquette pour l'identifier. Et puis surtout une routine intelligente compare qui donne un commentaire sur la relation qu'il y a entre 2 objets qu'on a construits. Par exemple, est-ce qu'ils sont incidents? Est-ce qu'ils sont parallèles? Est-ce qu'ils sont distants? Et quelle distance? Est-ce qu'ils sont semblables? C'est ce genre de réponse que compare donne. Eh bien, quand j'avais 14 ans, mon prof de maths m'a envoyé au tableau noir construire un pentagone régulier. Bien sûr que je ne savais pas comment faire. Il me dit, rassurez-vous, parce que vous voyez les jeunes de 14 ans à l'époque. Et il m'a donné un compas en bois, hein, c'est un énorme truc, avec une pointe sèche d'un côté, grande comme un clou de charpentier, et une craie qu'on serrait avec une vis de l'autre côté. Et j'ai commencé par dessiner mon cercle, et puis le segment OB là-dessus, qu'il a fallu d'ailleurs couper en 2 avec une construction à la règle et au compas, comme il se doit. On obtient, donc avec la médiatrice, hein, on obtient un point C qu'on utilise comme centre pour un cercle qui passe par le sommet A et qui, lui, permet de construire le point D comme intersection avec la droite horizontale. Et le segment AD, c'est celui-là qui donne le côté du pentagone. On plante le compas en A et on fait un arc de cercle par D, et on prend l'intersection avec le cercle de base et on obtient le premier sommet du pentagone. Le deuxième sommet, c'est la même chose. On plante le compas dans A1 et on trouve l'intersection avec le cercle, etc. Le troisième sommet, il est là, le quatrième va venir là, et le cinquième, est-ce que c'est le même que le premier? Alors toute la question est là. Et c'est le commentaire qui n'a l'air de rien tout en haut à gauche qui dit oui, l'objet A5, donc les derniers points qu'on a construits, et l'objet A, donc le premier point qu'on a tracé sur le cercle, est-ce qu'ils sont égaux? Eh bien, à 10 puissance moins 14 près, oui. Alors c'est bien qu'il y ait 10 puissance moins 14, parce que de toute façon, on n'a pas la preuve que c'est un pentagone régulier. On a juste une observation plus fine que celle avec mon gros compas en bois et ma craie blanche, qui s'est cassée en cours de route, évidemment. Donc on a une meilleure approximation, c'est tout. Mais disons, la preuve que c'est un pentagone régulier reste à faire. Les instructions que j'ai reçues de mon maître de maths, les voilà. Celles que j'ai données à... Ah ben non, je vous montrerai après. On prend encore un petit triangle de Thalès. Non, la droite d'Euclide, c'est beaucoup mieux.
La droite de l'air, je dis des bêtises. La droite de l'air, c'est celle qu'on construit dans un triangle. Le triangle ici, il est construit aléatoirement. Les 3 points A, B, C sont le résultat d'un générateur aléatoire. Entre nous, il est bien fichu parce qu'il met des points en position générale. C'est-à-dire qu'il mémorise les points qu'il a déjà fabriqués. Il trace, non, il trace pas, mais il mémorise les droites qui passent par tous ces points. Et quand il génère un nouveau point aléatoire, il fait bien en sorte que la distance à toutes ces droites soit au-dessus d'un certain seuil. Ça peut se faire jusqu'à 10 points. À partir de là, l'opération est d'ordre de complexité n cube. Si on veut faire 1000 points comme donnée, c'est inutile. Mais ça ne fait rien pour des petites figures géométriques, c'est très bien. Prenons 2 hauteurs dans ce triangle, leur intersection, on l'appelle l'orthocentre, le voilà, c'est à ça que sert la routine trace avec le petit label comme paramètre supplémentaire. Maintenant, on fait les médiatrices des deux côtés BC et AC, ce qui nous permet d'avoir les points médians du triangle. Et avec ça, on peut faire les médianes à partir du sommet A et du sommet lequel C, si je me suis... Oui. Ah bah oui. Et puis, et du coup, on a le barycentre, donc le centre de gravité. Je suis allé un peu vite, j'ai tout de suite fait le centre du cercle de l'air. Les 3 points sont alignés. Et la droite qui porte ces 3 points s'appelle la droite de l'air. Et le petit commentaire qui est en haut, c'est que la droite de l'air construite uniquement avec l'orthocentre et le barycentre, eh bien, il a un centre du cercle de l'air incident dessus, aussi à une distance de 10 puissance moins 15, d'accord? Voilà. Voilà les instructions reçues pour dessiner à la main, si vous voulez, une droite de l'air. Et puis voilà l'équivalent en AppleScript, avec évidemment les routines de la bibliothèque graphique derrière. Quels sont les outils qu'on a vraiment utilisés? Ben là, je le fais sur la base d'un exemple supplémentaire, l'exemple du triangle de Thalès, le générateur aléatoire d'un point dans le plan, ensuite le dessin du triangle, ensuite l'interpolation le long d'un des côtés du triangle. Le point M1 est obtenu par interpolation de A et de B1 avec un rapport tiré au sort, généré par la routine random. Comment elle s'appelle la routine? Random number. Elle a une valeur comprise entre 0 et 1 standard. Ensuite, on trace une parallèle et on fait l'intersection avec l'autre côté du triangle. Et, miracle, le rapport de M1 sur le côté AB1, c'est le même que le rapport de M2 sur le côté AB2, ou si vous voulez, les deux triangles sont semblables. Voilà une construction qui n'est pas une construction statique type Euclide, mais au contraire une méthode itérative, donc approximative pour le calcul de racine de 2. Bien sûr que ça s'applique aussi à d'autres racines de nombres positifs. Mais prenons le cas où A est égal à 2. On décide un point dans le plan de coordonnées A et 1. On décide la projection sur l'axe horizontal et l'axe vertical. Je vais vous montrer ce que ça donne. Axe horizontal et axe vertical. Ces deux projections, plus l'origine, décrivent un rectangle. Le voilà dessiné, rempli, pas trop lourdement pour qu'on puisse voir à travers. Donc il est rempli avec une opacité limitée. Le point P1 est le point d'intersection entre la diagonale et le côté supérieur du rectangle. Eh bien, le milieu de ce segment est projeté sur l'axe horizontal et de là on remonte à l'autre coin du rectangle. Cette droite-là peut être reportée parallèlement pour passer par le coin inférieur droit du rectangle. Et ça nous définit un nouveau point sur l'axe vertical. Ce nouveau point, on va l'utiliser pour dessiner le rectangle numéro 2, c'est-à-dire un nouveau point P meilleur que l'ancien. Il est meilleur parce que le rectangle obtenu est plus carré. Mais ça n'est pas encore un carré. Par contre, il y a une propriété commune invariante entre les deux points, c'est que le produit des ordonnées et abscisses de ces points valent toujours 2. Or, fait l'opération, on obtient un troisième point, un quatrième point, un cinquième point. Alors, pour illustrer, pour ceux qui n'auraient pas suivi la discussion tout à l'heure,
tous ces points se trouvent sur l'hyperbole d'équation x fois y égale 2. D'accord? Par contre, le dernier point, là, on ne distingue pas très bien. En fait, il a oblitéré le point précédent. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est l'opération Zoom, dont je vous ai pas parlé, et qui fait partie de la panoplie de la bibliothèque graphique dont je vous parle. La distance entre les coordonnées du point final, c'est 10 puissance moins 12. On estime que c'est une bonne approximation de racine de 2. Allez, une dernière application, c'est le regroupement. Ça, c'est une expérience d'apprentissage. Ça fait partie de l'intelligence artificielle de nos jours, mais c'est un cas un petit peu particulier, très ancien. C'est une des premières méthodes d'apprentissage connues. Elle consiste en ceci. Si on a des données, des échantillons qui nous sont fournis, mais déjà un petit peu travaillés, c'est-à-dire on a extrait des caractéristiques numériques des différents échantillons qui nous arrivent. Si vous prenez un distributeur automatique avec les pièces de monnaie qu'il avale, il faut qu'il reconnaisse les 5 pièces de monnaie ou les 6 pièces de monnaie qui ont cours. Et il faut qu'il les identifie comment? Eh bien, il y a d'abord une série de capteurs et il y a un résultat numérique. Je fais l'hypothèse que 2 caractéristiques numériques suffisent, autrement dit que chaque échantillon est représenté par un point. Alors, admettons qu'on a donc une cinquantaine de points comme ça qui sont nos échantillons. On veut les regrouper. Autrement dit, dans le plan, on veut les répartir dans des zones qu'on mettra avec des couleurs différentes, des zones qui sont telles que, d'une part, elles ont un centre, et d'autre part, chaque point donné est le plus proche de ce centre-là que de tous les autres centres des autres régions qu'on veut faire. Et on veut que tout point du plan, c'est-à-dire tout échantillon supplémentaire qui viendrait s'ajouter, et qui ne serait plus un échantillon d'apprentissage, mais un échantillon de travail, eh bien, soit affecté à une région du plan, laquelle, le centre le plus proche. Bien. Le centre le plus proche devrait être le centre de gravité des points qu'on lui a donnés, qu'on lui a affectés. Mais comme on ne connaît pas du tout ces points, eh bien, on les génère aléatoirement. On fait 5 points totalement aléatoirement dans le même plan, et on affecte les 50 points donnés initialement comme semis au centre le plus proche. Donc, chacun des 50 points, il y en a 50, donc vous pouvez les numéroter, là il y a 50. Chacun de ces points est affecté au centre le plus proche. Mais ça ne veut rien dire, parce que ces centres, ils étaient choisis aléatoirement, ça ne peut pas être bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre les nuées, ça s'appelle des nuées, associées à chacun de ces centres, calculer son centre de gravité et remplacer le centre donné aléatoirement par le centre de gravité calculé. Et on a sûrement un meilleur résultat. Alors voilà, première étape, les points C sont remplacés par les points D, qui sont les centres de gravité des nuées précédentes. On ne va pas s'arrêter là, on va répéter l'opération. Et effectivement, les nuées se déplacent, on appelle ça la méthode des nuées dynamiques, et les Américains appellent ça la méthode isodata. Répéter encore une fois, c'est curieux, mais ça converge. On arrive à une situation stationnaire où les centres de gravité sont identiques aux centres qui permettent l'affectation des échantillons. Arrivé à ce point-là, je dois dire pour les mathématiciens que ce n'est pas un optimum global, c'est un optimum local. Ce qu'on a optimisé, c'est la somme des distances entre points dans chaque région. C'est le minimum. Cette affectation-là donne le minimum. La couleur employée pour dessiner ces étoiles, c'est la plus petite quantité de couleurs qu'on peut imaginer, plus petite dans le sens que toutes les autres voisines sont plus grandes. Mais il se pourrait qu'il y ait un autre choix aléatoire initial qui mène à une répartition différente. Donc, je le dis parce que je suis obligé d'être honnête, parce que c'est pas la panacée, mais ce qu'on fait en pratique, c'est simplement générer plusieurs fois des centres aléatoires. Et puis quand on arrive 3 ou 4 fois de suite à la même configuration, on est persuadé que c'est correct. Alors, comment faire? Ce qu'on veut, c'est ça, vous voyez, c'est répartir les points du plan en zones, bien sûr, connexes, délimitées, si possible, par des polygones, et telles que tout point d'une région est plus proche du centre de cette région que d'un n'importe quel autre centre.
Pour y arriver, on est obligé de passer par quelque chose d'un petit peu plus compliqué, c'est une triangulation. Une triangulation de Delaunay. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Sa particularité, c'est que tout triangle, j'aime bien parler de face parce que ça ressemble à un polyèdre, chaque face triangulaire a un cercle circonscrit passant par les 3 sommets qui ne contient aucun autre sommet de la triangulation. Hein? Les triangles sont agrandis par leurs cercles circonscrits. Et ces cercles circonscrits ont tous les autres points à l'extérieur. Donc ça nous donne des triangles relativement équilatéraux. Pas tout à fait, hein, mais pas des slims, pas des bandes toutes étroites. C'est ça l'avantage. Les frontières entre les domaines de la tessellation, une répartition du plan en région s'appelle un pavage ou une tessellation. Donc la tessellation de Voronoi a des frontières qui sont évidemment les médiatrices des sommets des centres de gravité qu'on a ici. Et les intersections de ces médiatrices sont évidemment les centres des cercles circonscrits au triangle de la triangulation de Delaunay. Voilà les frontières. On les arrête au point d'intersection. Ce n'est pas la peine de les dessiner sur toute la longueur. Ce n'est pas le support, la droite support qui nous intéresse, c'est vraiment le segment qui délimite de frontières qui nous intéresse et qui donne lieu à des polygones qui entourent chacune des nuées. On remplit ça d'une couleur et on a notre tessellation de Voronoi. Allez, on refait l'exercice. On prend un semis de points, on prend un peu plus cette fois, il y en a 150, et je jette 8 points rouges, les C rouges, qui sont des centres aléatoires, et on refait la même méthode. On affecte chacun des 150 points au centre le plus proche, on trouve des nuées dont on calcule les centres de gravité qui vont remplacer les centres aléatoires de tout à l'heure. Et ces centres de gravité ne sont pas parfaits, on les améliore encore un peu, on fait encore une itération, et on arrive à une situation stable, des centres de gravité qui sont devenus stationnaires, et donc on est prêt à dessiner maintenant, d'une part, la triangulation de Voronoi, la voilà, et puis les frontières entre domaines, et puis la coloration. Voilà. Alors j'en ai terminé pour les exemples, mais j'aimerais faire quelques petites conclusions. Ce n'est pas des réflexions philosophiques, pas uniquement, mais c'est des réflexions sur l'outil, l'AppleScript. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est un danger public? Est-ce qu'on ose montrer ça? Est-ce qu'on ose le proposer comme outil à d'autres? Alors oui, puisque je suis là, je dirais que oui, hein, j'ai répondu d'avance, mais regardons quand même un peu le détail. Les qualités, oui, elles sont extraordinaires. C'est un outil avec une seule interface pour le programmeur, c'est l'éditeur de script qui permet de créer des applications assez sophistiquées. La syntaxe est très souple, donc elle pardonne relativement facilement les incartades. Les structures de données, il n'y en a que 4, mais c'est merveilleux, on n'en voudrait pas plus. C'est un paradis pour l'enseignant. 4 structures de données en tout et pour tout, dans les entiers qui sont les plus connus, dont on n'a même plus besoin de parler. Bref, l'orientation objet pour les applications, ça c'est évidemment très précieux, surtout qu'il y a beaucoup d'applications qui sont scriptables, c'est-à-dire pilotables par AppleScript. Les limitations, parce que les qualités ont aussi des défauts, le fait qu'ils soient interprétés nous prive d'une vérification syntaxique à la compilation, qui peut être très très développée dans certains langages. Le compilateur fait vraiment beaucoup. D'ailleurs, chez les étudiants, le compilateur, c'est l'outil qui permet d'éviter les bêtises, parce que c'est avec ça qu'il apprend les erreurs qu'il a faites. Elles peuvent être triviales, syntaxiques, les virgules mal placées, mais elles peuvent aussi être des erreurs de raisonnement, et Dieu sait s'il y en a chez les étudiants quand ils font leur premier programme. Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Moi, je dirais que la discussion à laquelle je fais allusion ici, est-ce que scripter, c'est la même chose que programmer? Est-ce qu'un langage
de pilotage d'applications comme AppleScript, est-ce que c'est la même chose qu'un langage de programmation? Eh bien, à part les différences intrinsèques dans la nature du langage, je dirais plutôt théorique, la grande différence, la principale différence, c'est la convivialité, c'est la facilité avec laquelle on aborde et on avance dans les premiers pas de programmation. Autrement dit, je suis favorable à un système où il y a un interprète qui est en même temps l'éditeur et qui donne des réponses immédiates aux programmeurs. Mais il y a quand même des gros défauts. Par exemple, ce qu'AppleScript n'offre pas, c'est un outil de déverminage, un outil qui dit là, il y a sûrement une erreur par là, on va essayer de se rapprocher, de mettre une loupe sur l'endroit précis où l'erreur s'est produite. Eh bien, un dévermineur, c'est un outil qui exécute le code, mais qui donne l'accès aux variables du programme ou du script au fur et à mesure. Comme ça, le programmeur peut voir l'évolution de chacune de ces variables en cours de calcul. Un dévermineur, eh bien, c'est Neubourg, Matt Neubourg, celui qui a écrit le mode d'emploi d'AppleScript que je trouve le mieux fait, parce qu'il connaît bien les entrailles du langage. C'est lui qui produit ce dévermineur. La version légère, elle est gratuite sur le web. Voilà. Merci. Le script debugger. Ah oui, j'ai déjà entendu parler dessus, mais je ne connais pas. Je n'ai pas utilisé. J'utilise ça pour faire l'AppleScript. Ah, tiens. Oui, très bien. Je crois que si je